Apprentissage, emploi des personnes en situation de handicap. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Marjorie Franco, chargée d'études et de développement à GFIP Auvergne-Rhône-Alpes, nous donnera quelques astuces. Bonjour à vous, Marjorie. Bonjour. Karine Barbet, chargée de mission ressources humaines et référente handicap pour Renault Trust Groupe Volvo. Bonjour. Bonjour. À mes côtés, je suis ravie de l'accueillir. Nous avons Béatrice de Ferraudy, référente handicap, centre d'aide à la décision pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Bonjour. Bonjour. Et Hervé Bossier, chargé de mission handicap, mais pas que, chez Opcalia Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors, plus que des invités, ils sont les éclaireurs transcendent. Vous savez que l'émission a un petit jeu assez sympathique pour lancer chaque sujet qui seront développés. Je vous le rappelle aujourd'hui, c'est l'apprentissage et l'emploi des personnes en situation d'handicap. Je vous ai demandé de vous présenter en apportant un objet qui symbolise pour vous le mieux ce sujet. Et attention, vous avez 1 minute chrono. Alors, je commence par vous, Marjorie. Très bien. Alors moi, j'ai cherché pendant un moment, alors je ne sais pas si c'est représentatif, mais en tous les cas, c'est une échelle. L'échelle, pourquoi ? Alors, avant de parler, bien sûr, j'ai pas pris une vraie échelle, ça aurait été pas possible dans mon sac ce matin. Mais en tous les cas, pour moi, elle représentait plein de choses. Par exemple, quand on parle d'échelle, on peut parler d'échelle de temps, par exemple. Donc, une planification d'étapes qu'on va faire dans le temps. Et pour moi, l'apprentissage, c'est ça aussi. Quand on parle d'échelle, on va parler aussi d'échelle musicale. C'est un ensemble de sons qui forment l'œuvre. Donc, je trouvais que c'était assez représentatif. Et bien entendu, si on parle de l'échelle tout court, c'est monter une étape. Et pour moi, l'apprentissage, c'est ça, dans le cadre d'un parcours, c'est monter une marche après l'autre. Donc, je trouvais que c'était assez représentatif de tout ça. Eh bien, très bien. Je vous propose de la poser là avec une échelle bien symbolique. Béatrice, quel est votre objet ? On a hâte de le découvrir. Alors, moi, j'ai apporté un Rubik's Cube. Alors, pourquoi avoir fait ce choix d'objet ? Ça m'est venu assez rapidement parce que c'est un peu le casse-tête de toutes les personnes qui sont en situation de handicap et qui travaillent sur leur orientation et puis notamment aussi celui des parents qui les accompagnent. Puisque le but, c'est pas d'être spécialiste uniquement de son enfant ou d'avoir uniquement travaillé son projet, c'est bien de combiner tous les acteurs qui vont faire que l'apprentissage sera une réussite. Donc on a une phase qui va représenter l'entreprise, une phase qui va représenter le centre de formation, une autre la personne en situation de handicap, ça serait la phase blanche, c'est celle dont on part toujours quand on essaye de résoudre un Rubik's Cube. Et voilà, le but c'est que tout soit coordonné. Donc voilà, c'est l'enjeu de l'apprentissage et de tous ces acteurs. Alors pour l'instant je sais pas faire, mais dans mon travail j'essaye d'être un petit peu plus efficace. Bon, on a l'émission 20 minutes chrono, puisque c'est mode d'emploi en 20 minutes chrono pour apprendre à faire au moins une phase. Allez Béatrice, courage. Karine, vous avez amené, je suis sûre, un joli objet. Oui, alors moi j'ai apporté un dé. Oui. Et ce dé, il est rond. Alors c'est vrai que quand on pense habituellement à un dé, ce qui nous vient en tête en premier, c'est plutôt un dé carré. Quand on décrit un dé, on s'imagine plutôt carré. Et là, il est rond. Alors, il est différent. Et pourtant, il atteint le résultat escompté. C'est-à-dire que quand on le lance, il donne un chiffre entre 1 et 6 et il s'arrête sur un chiffre. Du coup, le message que je voulais faire passer en apportant cet objet, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ce dé rond, il symbolise notre ouverture aux différences et à l'accueil de personnes en situation de handicap et notamment de jeunes en alternance et en situation de handicap. Méfions-nous des apparences. Hervé Bossier. Pascal Solena. Alors, je sais que vous avez cherché beaucoup, mais... oui, je le cherche encore. D'ailleurs, vous le cherchez, vous allez le trouver. Alors, on ne s'est pas concerté avant. Ah, c'est rigolo. Et donc, j'ai fait comme Madame Barbet. Un vert, un rouge. J'ai pris le dé. Alors, Madame Barbet en a déjà très bien parlé. Moi, j'aime bien aussi l'idée, de toute façon, du jeu. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est vrai que quand on travaille communément sur
sur des projets collectifs avec les partenaires, avec les entreprises et avec les candidats. On essaye aussi d'y intégrer une dimension moins dramatique, entre guillemets, que parfois, effectivement, le contexte économique nous apporte. Donc, l'idée du jeu, c'est aussi ça pour compléter, effectivement, ce que disait Madame Barbet, c'est-à-dire le fait de pouvoir, malgré un dé rond, s'en servir comme un dé carré. Et c'est tout un symbole. Je trouve que c'est un bel objet qui nous amène, au-delà du handicap, à réfléchir sur, finalement, les apparences. Voilà. Allez, au centre de la table et ces objets nous accompagneront tout au long de ces émissions. Alors, alternance, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, des nuances qui nous échappent, parfois, pour pas dire tout le temps d'ailleurs. Alors, quand on dit apprentissage, de quoi parle-t-on? Éléments de réponse avec vous, Marjorie Franco et Béatrice De Ferrodi. Je vous prie de commencer. Alors c'est vrai que quand on parle de différence entre la professionnalisation et l'apprentissage, donc on va dire, allez, on va faire une généralité, dans le cadre des contrats d'apprentissage, ça relèverait plus de la formation initiale, on va dire ça comme ça grossièrement, et dans le cadre des contrats de pro, on est plus là sur de la formation continue avec la concrétisation de CQP par exemple, certificats professionnels, mais aussi de branches ou de titres professionnels. C'est des formations peut-être un peu plus courtes qu'on va retrouver par rapport au contrat d'apprentissage. Ça reste quand même deux types de contrats de travail qui alternent des parties en entreprise et des parties en formation, dans lesquels les employeurs aussi ont des exonérations et puis surtout des aides de la GFIP tout au long du parcours pour soutenir en gros ces contrats et dont les contrats d'apprentissage. Béatrice, un complément de réponse peut-être? Alors par rapport aux conditions d'accès au contrat d'apprentissage, il faut savoir que l'apprentissage est accessible de façon classique de 16 à 25 ans, mais que pour les personnes en situation de handicap, il y a des dérogations puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc on peut avoir un contrat d'apprentissage au-delà de 25 ans. Ce sont uniquement des formations diplômantes, donc qui vont du diplôme de niveau 5 au diplôme d'ingénieur, Bac plus 5. Voilà, au niveau des caractéristiques d'accès. Et effectivement, l'alternance, tout dépend des niveaux de diplôme. Sur des CAP, on trouve souvent 3 semaines, 1 semaine. Et puis, en principe, plus on avance dans les diplômes, plus l'alternance est rapprochée entre l'entreprise et le centre de formation. En termes de rémunération, on est sur un pourcentage du SMIC qui varie en fonction de l'âge de la personne et de son niveau de qualification. Transcende, c'est le site de l'emploi des personnes et de l'apprentissage des personnes en situation de handicap. Très bien. Mais l'apprentissage, finalement, ça concerne quel métier? C'est pour quel type de personnes? Quel âge? On n'en sait pas trop, mais moi, j'ai 2 éclaireurs Transcende qui vont nous donner leurs éléments de réponse. Ça sera vous, Béatrice, et Hervé à vos côtés. Alors, on a vu par rapport à l'âge, les catégories de personnes à laquelle s'adressait l'apprentissage. Par rapport au métier, j'ai envie de dire que tout type de métier est accessible en apprentissage. C'est un type de formation qui s'est beaucoup développé et qui se développe encore aujourd'hui, surtout sur les diplômes supérieurs. C'est vrai qu'en apprentissage, on a quand même une grande majorité de contrats de niveau 5, mais voilà, c'est aussi dans l'air du temps de développer les formations en apprentissage, parce que les entreprises reconnaissent la valeur ajoutée de ce type d'alternance. Donc on va les trouver dans tous les métiers, mais dans les dernières statistiques, donc qui sont de l'année 2016, on a quand même une grande majorité de contrats signés dans les métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie. Donc sur CAP cuisine, CAP restaurant. Le deuxième créneau sera plutôt celui du bâtiment. Avec, ça c'est plutôt l'ancienneté dans ces métiers où on a beaucoup de niveau 5. Donc les premiers niveaux de qualification. C'est vrai que nous, dans l'artisanat, c'est, on va dire, les premiers employeurs de personnes en situation de handicap, parce que c'était accessible à des personnes qui avaient un bas niveau au niveau de la formation. Voilà, donc alimentation, bâtiment, et puis après on a les services. Mais plus on est sur des niveaux de diplôme élevés, moins on aura de personnes en situation de handicap. Pour vous, avec Bossier, c'est peut-être l'apprentissage aussi, on le sait peut-être un peu moins, mais ça se développe vraiment aussi au niveau supérieur? Absolument. Alors, c'est vrai que pour compléter ce que disait Béatrice, je ne vais pas tellement d'ailleurs revenir sur le contrat d'apprentissage, je vais compléter par le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, comme les dispositifs d'alternance de manière générale, sont vraiment des dispositifs pour permettre à toute personne en situation de handicap
quel que soit son âge, quelles que soient effectivement les difficultés rencontrées, ou parfois des personnes en rupture totale avec le milieu du travail, de pouvoir reprendre effectivement une activité via de la formation professionnelle. Il faut vraiment avoir à l'esprit que ces dispositifs d'alternance, que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, sont là pour permettre à des personnes qui ont besoin effectivement de se réinsérer professionnellement, d'intégrer le monde du travail par le biais d'une formation. Alors après, j'y reviendrai, je crois, un peu plus loin. C'est vrai que la particularité du contrat de professionnalisation, c'est qu'on peut être sur des actions diplômantes, comme sur des actions construites, j'allais dire, sur mesure, pour les besoins à la fois du candidat, utiliser des compétences transférables, par exemple, et puis à la fois prendre en considération véritablement les besoins de l'entreprise. Et l'idée, c'est de vraiment faire rencontrer, par le biais de la formation professionnelle, ces deux acteurs, si je puis me permettre. Marjorie et Béatrice, l'apprentissage, tout type de métier, de niveau, je pense que c'est OK, on a fait un peu le tour. Par contre, on sait que certains handicaps nécessitent très clairement des aménagements particuliers. Alors la question que j'avais sur ce sujet, c'était finalement comment vous travaillez à l'adaptabilité des programmes enseignés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait ou alors c'est plutôt à la personne de s'adapter ? Marjorie ? Alors, effectivement, on a développé pas mal d'outils. La compensation est quand même une des priorités de la GFIP. Et là, pour le coup, alors ma collègue des chambres va en parler bien mieux que moi, de manière, en termes de détails et très pointue là-dessus, sur ce qu'on appelle les adaptations pédagogiques. En 2016, pour vous donner un chiffre, les adaptations, les plans, il y en a eu à peu près 340, quelque chose comme ça, qui sont répartis dans 60 établissements, des centres de formation. On a aussi d'autres outils, alors pour pas forcément parler de celui-ci, il y a le CFAS dans certains départements, il y a les prestations spécifiques qu'on adapte pour adapter les parcours aussi auprès des personnes. Et sur les adaptations pédagogiques, c'est vraiment mesurer en gros les écarts d'une personne en termes de prérequis et d'aptitude de la personne qui va rentrer dans le cadre du parcours. Tout ça vraiment pour optimiser son parcours, lui donner le maximum de chances et qu'il puisse suivre effectivement la totalité du parcours en étant aidé. Voilà. Et pour ça, on a effectivement sous-traité cette partie-là auprès des chambres consulaires qui font ça avec brio, on va dire, sur notre région. Alors du coup, ça fait sourire Béatrice. La pression est là, c'est sûr. Alors du coup, concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, effectivement, les adaptations pédagogiques, leur vocation première, c'est d'équilibrer l'individualisation du parcours, mais aussi l'intégration dans un groupe classe. Et ça, on y accorde une importance toute particulière, parce que les jeunes qui ont choisi l'apprentissage ont bien choisi le milieu ordinaire. Donc le but, c'est effectivement de faire un état des lieux des besoins des candidats à l'apprentissage. Donc nous, au niveau des chambres de métiers, on a des conseillères qui sont psychologues, donc qui peuvent faire un certain nombre de bilans pour établir ces besoins. On utilise aussi les bilans des personnes qui accompagnent ces jeunes, les orthophonistes, les psychiatres, les neuropsys. On fait un état des besoins et puis après, en partenariat avec les centres de formation, on va voir quels sont les moyens de compensation qu'on va mobiliser. Donc soit le centre de formation a les ressources en interne, soit on a la possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs sans qu'il y ait de prise en charge de la part des familles. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment qu'il y ait une équité entre tous les jeunes, quelle que soit la formation choisie et quel que soit le centre de formation dans lequel ils vont suivre leur formation. Voilà, juste sur cet élément, on a la chance d'être dans un département, une région, enfin l'ex-région Rhône-Alpes, où on a des partenaires au niveau des centres de formation, puisqu'il y a une démarche H+, qui a été mise en place, où on a un engagement des CFA pour promouvoir la qualité de l'accueil des personnes en situation de handicap, ce qui nous permet d'avoir un interlocuteur préférentiel pour travailler sur ces adaptations pédagogiques. Donc c'est vraiment par rapport à chaque cas individuel, on va trouver des solutions adaptées qui vont de cours de soutien, de la remédiation, du travail sur la confiance en soi, du théâtre, voilà, de l'EPS adapté. Plein de choses pour que la formation se passe le mieux possible et puis qu'il atteigne son but, l'obtention de son diplôme. Et donc un emploi. Exactement. Alors Pascal, juste une parenthèse, je voulais juste souligner le fait que ces adaptations pédagogiques peuvent se mettre en place dans le cadre du contrat d'apprentissage, mais évidemment également dans le cadre du contrat de professionnalisation. On va être là aussi en relation avec les chambres consulaires sur une réflexion autour finalement de l'adaptation des besoins du candidat, liés très souvent, dans la majorité des cas, à son handicap, par rapport à une formation qui se fait dans n'importe quel organisme de formation. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, les deux se rencontrent
grâce aux adaptations pédagogiques qui sont mobilisées dans, je ne sais pas, moi, l'année dernière, on a dû... dans 10% des cas, à peu près. C'est vraiment pas une généralité, mais voilà, ça peut en tout cas s'envisager, également dans le cadre du contrat de professionnalisation. Puis on reviendra tout à l'heure avec vous aussi sur l'accompagnement côté entreprise, parce que le travail doit se faire aussi sur la question entreprise. Qui dit contrat d'apprentissage dit entreprise. Et là, pas si simple. Dans un monde qui prône l'opérationnalité immédiate, des fois, c'est pas si facile. Et pourtant, nos deux éclaireurs transcendent pourraient bien nous faire mentir. On en parle tout de suite. Ils nous donnent leur vision et leurs actions. Hervé Bossier et Karine Barbet. Hervé, on commence par vous. Eh bien, alors, dans le cadre... je vais surtout parler de nos activités dans le cadre de la mission que nous portons maintenant depuis 18 ans au sein d'Opcalia. L'idée, c'est d'être complémentaire aux partenaires de l'emploi depuis 18 ans dans à la fois la promotion des contrats d'alternance, que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, à l'époque le contrat de qualification, d'apporter une aide technique sur le montage des dossiers, des aides, du CERFA. L'idée, c'est d'être présent à la fois dans la recherche d'entreprise, dans la réflexion, l'accompagnement à la réflexion du candidat sur la solution d'alternance la plus adaptée. C'est d'être aussi en soutien sur la recherche d'un organisme de formation, côté candidat et partenaire de l'emploi. Et côté entreprise, c'est d'être vraiment là aussi dans un appui, alors qui peut varier. Il nous arrive d'accompagner les entreprises à identifier des candidats. Il nous arrive de mettre en place tout simplement la dimension administrative du contrat d'alternance. Il nous arrive on peut être amené, on va jusqu'à la fin du contrat d'alternance, je vais y arriver, pour faire en sorte qu'à la fois la solution la plus adaptée se mette en œuvre, et à la fois que ce contrat puisse se dérouler correctement jusqu'à, dans la mesure du possible, la pérennisation dans l'entreprise. Voilà. Et cette activité, nous la faisons sur toutes les branches professionnelles et pour tout type de formation et tout type de candidat. D'accord. Alors du coup, Karine, vous représentez l'entreprise autour de cette table sur cette question effectivement des entreprises un peu frileuses peut-être à prendre des personnes en apprentissage de manière générale et encore plus en situation de handicap. Vous, quelle est votre vision et vos actions ? Oui, alors peut-être un chiffre déjà. En 2016, sur nos 5 établissements en France, on a accueilli plus de 500 jeunes en alternance. Oui. L'alternance fait vraiment partie de notre politique RH. C'est une vraie décision d'entreprise d'accueillir des jeunes en alternance. Alors oui, bien sûr, ils ne sont pas opérationnels immédiatement, mais on le sait, ils sont en formation. Donc on passe du temps avec eux, on les accompagne. Notre objectif, c'est vraiment de développer leur employabilité, de développer les compétences. On sait aussi qu'un parcours en alternance, c'est vraiment un parcours que les entreprises apprécient. Je pense vraiment que c'est un formidable tremplin vers l'emploi. Voilà, donc on accueille vraiment beaucoup de jeunes en alternance. Ma réponse vaut pour également les jeunes en situation de handicap en alternance que l'on accueille dans l'entreprise. Donc oui, on accorde du temps pour une opérationnalité qui n'est pas immédiate, mais ça ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire que les jeunes que l'on accueille nous apportent aussi vraiment beaucoup. C'est très stimulant. Ils nous apportent beaucoup en termes de vie d'équipe, d'innovation. On travaille beaucoup sur l'intergénérationnel, donc ça va vraiment dans les deux sens. Alors, vous nous expliquez vos actions, mais aussi l'implication de votre structure, de votre entreprise, groupe même, sur l'apprentissage des personnes en situation. Mais concrètement, comment ces contrats sont mis en place et surtout qui vous accompagne ? Marjorie, je vous laisserai compléter après la réponse de Karine, mais c'est important. On a l'impression que c'est peut-être un peu difficile à monter. Peut-être une précision d'abord, notre entreprise est sous accord
d'entreprise en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et il s'agit d'accords d'entreprise qui datent, puisque nous en sommes à notre 9e accord d'entreprise autour du handicap. On l'a signé pour ce 9e accord début 2016, donc c'est un accord triennal. Et dans cet accord, nous avons beaucoup d'objectifs, et notamment des objectifs de recrutement, donc un plan de recrutement, un plan d'insertion dans la vie professionnelle des candidats en situation de handicap, quel que soit le contrat. Donc l'alternance des jeunes en situation de handicap fait partie de notre accord d'entreprise. Pour vous répondre plus précisément sur la mise en place des contrats, alors je dirais qu'il n'y a pas de spécificité, en tous les cas pas à ma connaissance. Il y a une vraie spécificité sur le sourcing des jeunes en situation de handicap. On est présent sur des forums spécialisés, notamment des forums virtuels de recrutement. Après, les contrats se mettent en place, je dirais, de façon classique, et l'intégration se fait de façon similaire que pour les jeunes en alternance, ce qui veut dire la mise en place d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage, un accompagnement classique. Alors, si ce n'est quand même que pour le jeune en situation de handicap que l'on intègre, s'il a des besoins spécifiques en termes d'aménagement, de travail ou de situation, bien entendu, on prend en compte ces besoins. Et on réalise les aménagements nécessaires. D'accord, très bien. Marjorie Franco, est-ce que vous pouvez du coup revenir sur les aides de l'AGEFIP pour donner tous les éléments de réponse finalement? Oui, bien sûr, pour compléter ce que disait Madame Barbet. Alors, soit effectivement l'entreprise est sous accord et là, elle va amener une vraie politique à l'encontre des personnes handicapées. Ou alors, on est là aussi pour aider les autres entreprises qui ne sont pas sous accord avec des aides tout au long du parcours. Alors, vous allez trouver des aides employeurs en fonction de la durée du contrat qui peuvent varier entre 1 000 et 6 000 euros. Des aides majorées de plus de 7 000 euros dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage, dans le cadre d'un CDI, puisque ça se fait aussi, c'est des modalités particulières. Une aide aux personnes aussi, là on parle de l'entreprise, mais il y a aussi des aides financières auprès des personnes qui signent des contrats, qui peuvent aller en fonction de l'âge, comme le disait tout à l'heure ma collègue, il n'y a pas de niveau d'âge pour les personnes en situation de handicap, qui peuvent aller du coup de 1 000 à 3 000 euros. On a des primes de pérennisation, alors sans rentrer peut-être dans trop les détails d'aides financières, mais des aides à la pérennisation. On est vraiment à la GFIP sur la sécurisation de parcours, sur le tremplin vers l'emploi, c'est-à-dire pour que derrière, ils puissent avoir une situation quand même stable. Et là, pour le coup, on va venir aussi aider l'entreprise qui fait cette action-là. Et puis des aides au tutorat, parce que c'est important, effectivement, d'accompagner les personnes. Et là, on a des montants financiers qu'on va aider, des aides au tutorat, ça peut aller jusqu'à 2 000 euros pour mettre en place une fonction tutorale au sein de l'entreprise pour accompagner la personne. Alors, TransHand, c'est l'émission pratico-pratique sur l'emploi et l'apprentissage des personnes en situation. Soyons donc pratico-pratiques. Cette question s'adresse à vous, Marjorie, mais aussi à Béatrice. Je suis un candidat TransHand. Ça veut dire que je suis une personne en situation d'handicap et que je souhaite faire une formation en contrat d'apprentissage. Comment je fais? C'est la première question. Et je rajoute un autre petit élément et de taille. Nous sommes en France. Et puis la paperasse. Et donc l'administratif, voire administration, c'est vraiment pas mon truc. Qui peut m'aider? Alors, on va commencer par la paperasse. Parce que du coup, effectivement, il y a beaucoup de papiers. En France, on aime bien aussi la paperasse. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment simplifié pour le candidat ou en tous les cas pour le stagiaire. Il n'y a pas grand-chose à faire à part signer son contrat. Ma collègue viendra spécifier en termes de détails, mais on a vraiment fait en sorte de simplifier la totalité du parcours. Donc, en termes de paperasse, je dirais pas grand-chose. Et je rajouterais ce point, c'est que pour l'entreprise, c'est pareil. On a vraiment tout plein de partenaires sur le territoire qui sont là pour accompagner aussi de ce côté-là. Donc, facilitateur. Alors, comment on fait? Comment on ferait si on veut effectivement rentrer sur un contrat d'apprentissage? D'abord, on est dans le cadre de l'éducation nationale, on en parle aussi à des conseillers d'orientation, des choses comme ça. Pour aller plus loin, on a peut-être aussi un référent chez Pôle emploi, un référent chez Cap emploi, à la mission locale aussi. Donc, il y a tout plein de partenaires qui sont là pour orienter les personnes et faciliter en tous les cas leur recherche. Béatrice.
Alors la chose qu'on n'a peut-être pas précisée mais qui est vraiment essentielle dans le cadre de l'apprentissage, c'est que pour avoir droit aux aides et mobiliser notamment les compensations à la fois financières et pédagogiques, il faut être titulaire d'une reconnaissance travailleur handicapé ou au moins en avoir fait la demande. Donc c'est le premier dossier à monter par les familles. Et là-dessus, effectivement, la GFIP nous a mandaté pour accompagner les familles sur le montage du dossier de demande de RQTH qui leur semble déjà la première montagne infranchissable. Donc on accueille toutes les personnes pour les aider à faire ce dossier qui, après, une fois qu'on le connaît, ça peut le Rubik's Cube, une fois qu'on connaît, on tourne c'est la facile à page faire. qui n'avance pas d'ailleurs, chère Voilà, Béatrice. Non. Donc voilà, c'est la première démarche administrative à faire, c'est celle-ci, au niveau de la MDPH. Après, il y a effectivement le contrat d'apprentissage, mais comme vous l'avez dit, c'est un contrat d'apprentissage classique, avec un employeur, un centre de formation et un jeune ou ses parents s'il est mineur. Donc là, il faut faire appel au service apprentissage de la chambre consulaire concernée. L'étape suivante, c'est effectivement la mobilisation des aides financières, dont on a parlé tout à l'heure, voilà, l'aide à la signature du contrat d'apprentissage. Là aussi, on est mandaté par la GFIP pour faire le dossier. Donc à nous de faire le document. Il ne restera plus qu'à l'employeur et aux jeunes de le signer et de nous fournir les documents administratifs correspondants. Pour l'aide au tutorat, la même chose, il faut un courrier explicatif. On fait le courrier après avoir forcément rencontré le jeune et l'employeur. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'à chaque étape, on est présent. J'ai envie de dire que la clé, c'est de parler des difficultés qu'on rencontre aux personnes qui nous entourent. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui disent « mais jamais personne m'a aidé ». Encore aurait-il fallu déjà repérer le besoin et puis aussi en parler aux personnes qui sont au niveau de l'éducation nationale, les parents, les assistants sociaux, etc. Donc, Côté entreprise, alors du coup, vous en avez toutes les deux un peu parlé, mais peut-être un ou deux éléments pour aider effectivement nos recruteurs à mettre en place ces contrats. Alors, nous, l'avantage, c'est qu'un recruteur nous appelle, parce que nous, on fait aussi de la mise en relation avec les employeurs, donc ils nous connaissent, ils nous appellent, ils disent « j'ai reçu le jeune en stage, je voudrais le prendre en apprentissage ». Donc en fait, nous, on leur envoie un document où ils nous donnent les indications concernant leur entreprise. C'est la chambre de métier qui fait le contrat d'apprentissage, qui leur envoie le contrat pour signature. Donc, pas d'excuses, c'est facile. C'est assez simple, effectivement. On est d'accord, Marjorie ? Oui, tout à fait. Et je rajouterais même qu'effectivement, on a tout plein de partenaires dans les territoires qu'on accompagne et qu'on finance aussi pour aller répondre peut-être à une entreprise qui a un besoin particulier, mais qui ne sait pas vraiment quel type de contrat en alternance ou quel type d'aide ou de choses comme ça. Les partenaires sont là pour les accompagner et peut-être serrer un peu mieux la problématique et aller répondre vraiment à l'offre et la demande en fonction de leurs réels besoins. Je vois Karine qui acquiesce. Oui, c'est intéressant. Si je peux juste revenir et préciser un point sur le processus de recrutement des jeunes en situation de handicap et en alternance. Ce que je voulais juste dire, c'est que nous, quand on recrute un jeune en situation de handicap, on va le recruter sur ses compétences. Oui. Ça, c'est vraiment important de le souligner, et parce qu'il correspond à un besoin entreprise au même titre que tous les candidats. Voilà. Après, ils ont la possibilité, quand ils se positionnent sur notre site internet volvogroup.jobs, de déclarer, s'ils le souhaitent, le handicap. Et à partir du moment où on sait cela, il est vrai, et aussi en lien avec notre accord d'entreprise et notre politique handicap, que l'on accorde une attention particulière à ces candidats. C'est le petit plus, en fait. Exactement, et que l'on va veiller en interne à ce que leur candidature soit considérée. Voilà. Ok. Là aussi, je vais me permettre, Pascal, de compléter ce que disait à l'instant Béatrice, pour évoquer le fait que sur le contrat de professionnalisation, la prise en charge et l'accompagnement à la fois de l'entreprise et du candidat peuvent être rigoureusement identiques. D'accord. Après, la difficulté, c'est parfois effectivement de trouver le bon interlocuteur. Et c'est souvent ce qu'on dit à la fois du côté des entreprises et parfois aussi à la fois du côté des candidats. Alors, ce qu'on va à terme, dans Transcend, développer, c'est vraiment l'identification des personnes, des structures à contacter pour tel ou tel besoin. En attendant, puisque pour l'instant ça n'est pas encore, il y a un travail relativement conséquent à faire, en attendant vous pouvez très bien aller dans la rubrique contact du site transcend.fr, www.transcend.fr. Vous avez le logo quelque part qui s'affiche, donc vous n'avez qu'à taper Transcend dans Google et vous tombez sur le site. Vous pouvez très bien nous poser la question sur la rubrique contact
et on s'efforcera de vous répondre dans un délai raisonnable pour effectivement identifier l'interlocuteur. C'est vraiment un point important, et je sais que quand on évoque effectivement, mais aussi bien encore une fois d'un côté comme de l'autre, à qui dois-je m'adresser, c'est pas toujours évident. On est assez nombreux, complémentaires, mais finalement, à qui je dois m'adresser pour... Mais regardez, je crois que ça va s'afficher là, transcende.fr. Vous verrez, c'est magique. Pascal, je vous en prie. Alors, on conclut déjà cette émission, ça va beaucoup trop vite. Vous savez, je vous ai demandé vos objets et merci beaucoup. On les garde après. Mais on vous a demandé aussi, pour conclure cette émission, de pouvoir nous donner un conseil, une solution pratique sur le sujet, apprentissage et personnes en situation de handicap. Vous pouvez vous adresser à un jeune, à un adulte, à un candidat, un demandeur d'emploi ou dirigeant. Voilà, vous avez 30 secondes, même pas chacun pour le faire. C'est dur, hein? Qui commence? Peu importe. Allez, Marjorie s'est lancée. Je me suis lancée. Donc, simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est que je pense qu'on fait tout pour simplifier, en tous les cas. On y croit tous, à l'alternance, au contrat d'apprentissage. C'est vraiment un outil qui est adaptable, qui est mesurable. Je reviens à mon échelle, mais en tous les cas, qui est mesurable. C'est vraiment une montée en compétences. On met les moyens, et je pense que les partenaires aussi. Donc, il n'y a plus à hésiter. C'est simple pour l'entreprise, et pour les bénéficiaires, c'est complètement adapté. Hervé. Je voulais laisser passer les dames à Béatrice. Alors le premier conseil, j'ai envie de dire que c'est déjà de travailler son projet d'orientation, et que la clé, elle est surtout là, c'est de trouver un projet qui vous motive, qui soit effectivement en adéquation avec votre situation de handicap, mais avant tout pour lequel vous êtes motivé. Et puis après, on trouvera des solutions pour surmonter les difficultés que vous pouvez rencontrer. Mais c'est vraiment, à l'origine, travailler le projet d'orientation, aller en entreprise, faites des stages, découvrez des métiers, et puis trouver quelque chose qui vous intéresse. Très bien. Karine. Alors moi, mon conseil serait plutôt à un dirigeant. J'aurais envie de lui dire oser. Oser intégrer une personne en situation de handicap, et puisqu'on parle de l'alternance, un jeune en situation de handicap en alternance, il y a beaucoup d'idées reçues, d'idées fausses qui circulent autour du handicap. Par exemple, la majorité des handicaps sont invisibles. Oui. C'est pas forcément une idée que tout le monde a. Voilà, oser pour démystifier le handicap auprès de l'entreprise, auprès des collaborateurs et des managers aussi. Très très bien. Hervé. Mon mot de conclusion va me permettre de nous projeter sur une des prochaines émissions de Transcende, c'est le tutorat. Alors c'est vrai que on ne va pas en débattre maintenant, mais pour que la relation et le contrat puissent bénéficier à tout le monde, aussi bien l'entreprise que le candidat, et la genèse d'ailleurs effectivement de cette plateforme Transcende, c'est de travailler autour de la question du tutorat. Donc, mais c'est une émission qui très prochainement verra le jour sur Transcende pour justement aborder cette question qui est essentielle et qui est indispensable quand on pense alternance. Voilà. Merci à vous quatre. Le résumé de l'émission, c'est sur dans la Minute Transcende à suivre. Quant à nous, on se retrouve très très vite. Vous pouvez avoir plus d'infos sur transcende.fr ainsi que sur YouTube et les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir.